Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux aux rencontres des savoir-faire, avec une thématique aujourd'hui particulièrement intelligente, si je puis dire, puisque c'est l'intelligence de la matière ou la matière intelligente, qui pose évidemment des interrelations entre le réel des matériaux et la présence et la force et l'initiative de l'artisan, du designer et du créateur. Mais je laisse tout de suite la parole à Grégoire, qui va présenter les intervenants, animer la soirée, et on se retrouvera à la fin. Merci, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Marc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. C'est vrai que la thématique a de quoi interpeller l'intelligence de la matière, les matériaux intelligents. Est-ce que les matériaux ont un QI ? Est-ce que certains matériaux sont HPI et d'autres sont bêtes ? Alors je n'ai pas la réponse à cette question épineuse et c'est justement pour ça que j'ai invité des professionnels qui côtoient la matière au quotidien, qui la transforment, qui la magnifient, qui l'interrogent, qui l'explorent. Et ces professionnels que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir, sont d'horizons très différents. Alors je vais commencer à ma gauche tout de suite avec Clara Daguin. Bonjour Clara. Clara, tu es créatrice de mode, fashion designer, styliste, ingénieur, touche à tout à la frontière de nombreux domaines et on va avoir l'occasion de plonger dans ton univers très rapidement. Juste à tes côtés se trouve Steven Leprisé, artisan, ébéniste, artisan d'art, innovateur, inventeur. Là aussi, de multiples casquettes. Idem, on a une heure et quart devant nous pour explorer le sujet et vous allez voir que c'est jamais simple de définir ce que c'est qu'un métier quand on en discute avec des passionnés. Alors justement, à propos de passionnés, j'ai David Matteo à mes côtés, qui est staffeur, chef d'atelier chez Staffev. Staffev, alors je saute d'une chaise, désolé Aurélie, pour vous présenter Bruno. Bruno qui est tout simplement le gérant de Staffev, Bruno Portier, qui a repris cette société depuis 2014 et qui travaille main dans la main avec David, avec toute l'équipe, sur le beau métier du staff que certains d'entre vous connaissent peut-être et les autres vont le découvrir et probablement être émerveillés comme je le suis. Et enfin, Aurélie Mossé, qui est designer textile, enseignante, chercheuse, cofondatrice avec Jean-François Bassreau, que je salue ici dans la salle, du groupe de recherche Soft Matters, et qui interroge par le prisme de la recherche toutes ces questions de matériaux qui nous intéressent ce soir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, mais avant de lancer le débat, j'aimerais d'abord vous plonger dans l'atmosphère des ateliers, des laboratoires, des différents lieux où cette matière se trouve transformée, où elle est processée, où elle est interrogée, où elle est torturée aussi un peu parfois. Et pour commencer, j'aimerais commencer par un métier qui se fait à base de matériaux très naturels. Il y a du gypse, il y a de la filasse, il y a des bouts de bois. C'est très silencieux dans votre atelier, si j'ai bien compris. On entend parfois un staffeur chanter, mais sinon, il n'y a pas de bruit de machine. Et moi, j'aimerais bien, David, Bruno, que vous nous décriviez en quelques mots, ça ressemble à quoi Staffev et ça ressemble à quoi le quotidien d'un staffeur? D'ailleurs, merci de votre écoute, merci de votre présence. David aurait pu commencer, parce que l'atelier, c'est plus son domaine. Mais ça ressemble effectivement, tu l'as dit, c'est tout blanc d'abord, c'est très sobre, c'est pas de bruit, pas de machine, tout est manuel, tout est pensé dans leur tête et travaillé avec leurs mains, et les mêmes méthodes et les mêmes techniques depuis des dizaines et des dizaines d'années. Du plâtre, de la filasse, du bois, des clous, si j'ai oublié autre chose, du zinc, parce qu'ils font les formes, pour faire les calibres des corniches, mais aujourd'hui, et on va en parler, on ne fait pas et plus que ça. Bien sûr qu'on fait des corniches, mais c'est beaucoup de design maintenant pour en tout cas des objets en plâtre, des luminaires en plâtre, des tables en plâtre. Donc c'est un atelier très blanc, qui inspire, très inspirant. En tout cas, les gens aiment bien y venir et j'invite tout le monde à y venir d'ailleurs. Tu m'as dit que l'odeur du plâtre rappelle un peu l'odeur de la terre après la pluie. Est-ce que tu peux nous raconter cette odeur-là ? C'est d'ailleurs vrai et c'est différent sur toute l'année d'ailleurs. Entre la température extérieure et la température extérieure, la température de l'atelier l'hiver et l'été. Mais effectivement, ça a une odeur, comme le mélange de l'eau et que le plâtre, c'est du gypse chauffé, c'est une matière naturelle, pour arriver à cette poudre blanche. Et effectivement, c'est une odeur de terre, enfin de terre mouillée. Mais c'est sympa. Et donc il y a de la musique, il chante et il y a de la musique. Mais c'est pour contrer le bruit qui n'existe pas.
Et David, ça se travaille comment le plâtre, ton rapport à la matière, comment il s'exprime C'est très comme ça. Ouais. C'est très artisanal en fait. On n'a pas de machine, on fait vraiment tout à la main. Du coup, on part d'un plan, d'un croquis, on doit réaliser un volume. On trouve des méthodes souvent archaïques en plus pour arriver à créer un volume, quoi. Est-ce que ça mouille? Est-ce que ça tâche le plâtre? Bah oui, forcément. Ça coule. Oui, on salit, on en met partout et puis voilà. Et à la fin de la journée, on retrouve du plâtre jusqu'où? Jusque dans les oreilles, dans les cheveux? Dans les ongles, beaucoup dans les ongles, les cheveux. Mais non, mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ça, c'est vraiment le côté pas d'outils, on n'a pas de trucs numériques, on n'a rien. Vraiment, c'est que des bouts de bois, des bouts de ficelle, des compas comme ça. C'est vraiment système D, vraiment très très simple, quoi. Et le matériau est simple aussi, en fait. Du coup, voilà. C'est que du savoir-faire. On retravaille les gestes et on apprend, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas justement, c'est quoi ce matériau? C'est quoi on fait comment, à base de quoi le staff? C'est du plâtre, mais c'est quoi le plâtre? C'est du gypse en fait. Du coup, c'est une pierre calcaire qui est déshydratée, du coup chauffée, concassée. Et en fait, après, on réhydrate en remettant de l'eau et ça durcit à ce moment-là, quoi. Quand on remet de l'eau, voilà. Et on peut faire toutes les formes qu'on veut. Du coup, typiquement, c'est plutôt les moulures haussmanniennes, tout ce qui est corniche, les petits ornements, tout ça. Et comme disait Bruno, là, de plus en plus, on va vers le design, on fait des tables, des trucs qu'on ne faisait jamais en plâtre, en fait. Et maintenant, on s'y met, quoi, petit à petit, avec des produits un peu plus nouveaux aussi, genre la gesmonite, des trucs comme ça. Alors, avant d'entrer dans ce détail-là, j'aimerais faire un tour des ateliers. Et puisque Steven est à tes côtés, Steven, est-ce que toi, tu peux nous décrire comment on travaille chez Arca? Est-ce que ça ressemble à l'atelier d'un staffeur ou est-ce que c'est différent à l'atelier d'un ébéniste, inventeur, d'un créateur, artisan d'art? J'ai rarement eu la chance de rentrer dans un atelier de staffeur. Ça m'est arrivé, je crois, une fois. Je pense que ça n'a rien à voir parce que c'est pas blanc, mais c'est très bruyant chez nous. On combat la poussière et on a des systèmes d'aspiration, donc c'est très propre chez nous, ça c'est sûr. Il y a aussi tout un espace finition parce qu'il y a tout le travail de vernis et laque, donc là ça doit vraiment être hors poussière. Donc par contre on a beaucoup de machines, c'est un travail qu'on peut pas faire seul, voilà, ne serait-ce que par le poids de ce qu'on déplace, parce qu'on installe, parce qu'on livre aussi et parce que c'est pas intéressant de travailler seul. Et donc voilà, il y a si on prend la machine la plus petite, ça doit être l'imprimante 3D. Il y a des petites scies à marqueter. Il y a après des rabots, des Go, des machines plutôt traditionnelles qui existent depuis déjà pas mal de décennies. Et on utilise aussi beaucoup d'outils numériques et modernes. Là, on a depuis 2-3 ans un centre d'usinage 5 axes. Et là, on vient de commander 2 nouvelles machines numériques. Bon, qu'on a déjà, en version traditionnelle, mais on se modernise. Et puis c'est très transversal, en fait, nous on met toujours le bois à l'honneur, mais on utilise énormément d'autres matières et d'autres techniques. On va utiliser aussi la robotique pour animer nos marqueteries. On va utiliser des logiciels paramétriques comme Grasshopper pour certains designs. En tout cas, on va toujours utiliser le bon outil au bon moment et en rapport avec l'échelle et la qualité de ce qu'on doit produire. Donc il y a des choix à faire et pour ça, il faut avoir tout à disposition. On sous-traite quasiment rien. Voilà comment on fonctionne. Est-ce que ça sent encore le bois dans ton atelier? Oui, bien sûr. Quand on rentre, je pense que c'est tous les matins, ça fait du bien de rentrer dans cette odeur-là. Donc après, on travaille surtout le plaquage et aussi le massif, et c'est surtout le massif qui génère les essences et les odeurs. Mais oui, il y a toujours les odeurs de colle aussi et de vernis. Ça fait partie du métier. Clara, dans ton atelier qui est au nord de Paris, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça ressemble à quoi l'atelier de Clara Daguin, créatrice de mode qui touche à tout et qui mélange l'électronique avec le vêtement? Donc nous, on est au sein d'un complexe d'ateliers qui s'appelle Métropole 19, où en fait c'est censé être que des ateliers qui fabriquent à Paris. Après, à côté, on a des coursiers, donc je ne sais pas trop, ils ont un petit peu changé de direction, mais bon, bref. Donc c'est la RIVP et c'est des grands bâtiments un peu industriels. Donc l'atelier, il est tout blanc avec du métal apparent, enfin un peu partout. Le sol est dégueulasse.
parce que c'était de la peinture et pas du béton ciré, donc ça c'est juste le seul truc qui me chagrine un petit peu tous les jours. Bon bref, et à part ça c'est très cool. Et il n'y a pas d'odeur particulière dans l'atelier, à part peut-être la toile qui chauffe quand on repasse le tissu, parce que tout ce qui est, je sais pas, soudure et tout ça, on essaye de... filtré par la fenêtre, on ne veut pas avoir de ça. Quand on fait de la résine, on se met dans les espaces un peu aérés ou dehors. On a beaucoup de chance aussi parce que les machines, on a un Fab Lab qui est intégré au sein de Métropole 19, donc ça c'est dans un autre bâtiment où il y a de la découpe laser, des imprimantes 3D, des trucs un peu, une CNC et tout ça. Donc ça, de temps en temps, on utilise pour certains projets, donc ça c'est cool. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme outil et comme matière chez toi ? On a une table avec des rouleaux en dessous pour tout ce qui est textile. On a un coin avec une presse pour thermoformer, une presse pour repasser, des machines industrielles, plein de fils et de câbles, parce que dans des rangements comme ça sur les murs. On a toute une partie qui est vide, elle est tout le temps remplie, mais tout est mobile, donc en fait on a des tables avec des tréteaux et on déplace les choses un peu tout le temps en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc parfois ça va être une grande broderie, donc un grand métier à broder sur des tréteaux, ou alors parfois ça va être des tables pour faire de la soudure ou autre chose, et donc ça vit un peu comme ça. Et moi j'ai un petit bureau sur le côté. Voilà. Aurélie, je m'adresse à toi maintenant. Toi, tu es designer, enseignante et chercheuse, avec un bureau volant, si j'ai bien compris, souvent en colloque ou dans des laboratoires. Ton quotidien, c'est quoi ? Toi, tu ne travailles pas vraiment de la même façon. Est-ce que ça ressemble à un atelier d'artisan, de designer, ou plutôt de scientifique ? Ça ressemble à quoi ton quotidien de travail ? Un petit peu à tout ça, ça dépend de la nature des projets, des choses qu'on développe, mais effectivement, je me repose sur par exemple les ateliers des arts déco, assez classiques en termes d'art appliqué, notamment l'atelier textile, on tricote, on fait du tissage, et puis on formule aussi des matériaux, et parfois on travaille même avec des bactéries. Donc on a créé récemment, grâce à l'Agence nationale pour la recherche, un petit atelier qu'on appelle le Biolab, et qui est un espace hybride entre un atelier de design, on fait de la formulation de matière, et puis un atelier de microbiologie, on va cultiver des bactéries, avoir de la fermentation et différents types de processus peut-être sur lesquels je reviendrai plus en détail. Donc des fois ça sent pas bon, ça fermente, des fois on a de l'ammoniac, des fois on a de la lumière comme vous voyez sur les slides qui sont émises par des bactéries. On est à la fois dans un travail qui peut être très manuel, artisanal, on peut travailler avec des outils numériques, de l'impression 3D, d'être dans des choses qui sont plus analytiques et de l'ordre de la caractérisation de matériaux. Donc on essaie de naviguer entre tout ça en fonction des besoins, des projets, des compétences. Et si on n'arrive pas à le faire chez nous, effectivement, on se délocalise chez des collègues chercheurs, designers, artisans, j'en passe et des meilleurs. Merci. Ton parcours, Aurélie, a commencé par un BTS textile, tout ce qui est le plus traditionnel. Comment est-ce que, en partant de cette formation qui a plutôt vocation à former des designers qui vont intégrer l'industrie, qui vont travailler sur du vêtement, sur du motif de textile d'ameublement, comment est-ce que cette formation-là t'a amené vers la recherche ? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de questionner la matière comme prisme de lecture de ton métier ? Alors moi j'étais formée à Duperré en design textile, on fait de la conception effectivement de surface, donc matière, couleur, narratifs qui vont avec. Et à l'époque, moi j'avais une petite frustration, c'est-à-dire qu'on n'adressait pas du tout les enjeux ni technologiques ni écologiques. Et donc je suis partie en Angleterre, à Central Saint Martins, faire un master qui questionnait l'avenir, le futur du textile, y compris dans ses enjeux de recherche. Et donc j'ai croisé des profils passionnants, des architectes, des scientifiques en tout genre que j'aurais pas du tout croisé dans ce contexte et qui m'ont beaucoup nourri, des entreprises aussi, des grands groupes comme Philips Design et d'autres, et donc qui m'ont amené sur ce chemin de la recherche en m'y confrontant ponctuellement, et j'ai dans ce contexte-là eu l'opportunité de candidater à un financement de thèse de doctorat par la pratique dans une école d'architecture au Danemark. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon entrée assez directement après mon master dans le monde de la recherche. Mais une recherche spécifique qui est vraiment celle de la recherche par le design.
Tu m'expliquais qu'à l'époque de tes études, tu étais séduit par Issey Miyake, Hussein Chalayan, des créateurs de mode qui avaient une démarche de recherche que tu ne retrouvais pas forcément dans tes études. Qu'est-ce qui te séduisait dans leur approche et que tu as intégré dans la tienne ? C'est le caractère innovant de ce qu'ils pouvaient faire à différents niveaux, que ce soit conceptuellement comme Hussein Chalayan ou technologiquement. Enfin, vraiment trouver de nouvelles manières de travailler de la matière, de nouveaux usages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mes recherches. C'est comment on peut faire autrement, comment on peut fabriquer avec des nouveaux sens, des nouveaux outils, des nouveaux usages. Merci. Clara, toi aussi, tu es passée par la case de l'étranger. Mais non seulement tu es passée par la case de l'étranger, je crois que tu es franco-américaine, c'est ça ? Tu étais à San Francisco et tu as fait des études de graphisme, de design graphique. C'est un drôle de détour pour en arriver vers la mode. Et j'ai bien noté que tu avais fait les cours de la mairie de Paris, les cours d'histoire de la mairie de Paris en stylisme. Alors vraiment, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ça permet de se projeter dans une possibilité de carrière, mais tu peux nous raconter comment tu es parti de San Francisco en passant par l'Inde et par les cours de la mairie de Paris pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? Oui, en fait, j'ai grandi aux États-Unis et j'ai toujours fait de la couture. Donc, j'étais intéressée par le médium du textile et de la couture, mais je comprenais pas que ça pouvait être un médium par lequel on peut exprimer des idées, des concepts, etc. Et quand j'ai intégré l'école que j'ai faite aux États-Unis, California College of the Arts, qui d'ailleurs veut fermer bientôt, c'est très triste, mais donc c'est une école d'art avec plein de disciplines différentes. Ils avaient un département fashion design, mais je sais pas j'ai pas compris. Enfin, c'était pas limpide pour moi que ça pouvait être quelque chose dans lequel on peut s'exprimer. Et donc, comme j'étais beaucoup dans le faire par la matière et faire, j'ai touché à plein de trucs dans ce parcours. J'ai fait, de la photo argentique, de l'imprimerie, de la lithogravure, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, à la fin de tout ça, du coup, le graphisme, ça a du sens parce qu'on peut prendre toutes ces compétences et à la fin, on peut créer des histoires, des images, des affiches, des logos, bref. Donc, j'étais partie comme ça. Je continue à faire de la couture quand même, en aside. Et oui, je me suis fait entraîner en Inde. J'étais contente d'y aller, mais j'ai suivi mon ex pour son stage en Inde. Et donc, on a passé 6 mois là-bas. Et là, j'ai redécouvert découvert plutôt la matière un peu brute, où on a des gens qui travaillent dans la rue, qui fabriquent des chaussures ou qui font de la broderie. Et tous ces matériaux m'ont un peu donné envie d'être plus dans la matière. Et donc, comme tu dis, j'ai fait en revenant en France, après, j'ai fait un cours à la mairie de Paris où il fallait... c'est un cours de stylisme qui a duré peut-être 2 mois et il fallait juste dessiner une collection. Donc j'ai dessiné la collection et après je me suis dit tiens, peut-être que je vais la produire, la collection. Donc j'ai fabriqué la collection dans mon 18 mètres carrés à Blanche à Paris, par terre avec la couture. C'était n'importe quoi. Moi j'ai fait la collection. Ensuite j'ai pris des photos sur ma sœur qui me sert toujours de mannequin encore aujourd'hui. Et donc je me suis retrouvée avec un espèce de portfolio. Voilà. Puis, comme j'étais graphiste, j'ai tout mis en page. J'ai fait un joli book et tout, et j'ai postulé aux Arts Déco en 2e année en design vêtements et j'ai été prise. Voilà, donc ça commence. C'était un peu le parcours comme ça. Et j'ai eu Aurélie en prof. Oui, tout le monde se connaît ici, c'est vraiment la famille. Je suis désolé. Mais quoi qu'il en soit, apparemment tu n'as pas gardé de mauvais souvenirs de l'ENSAT, c'est une bonne nouvelle. Et notamment, tu m'expliquais que grâce à l'ENSAT, tu as pu faire un workshop avec le MIT, mais que précédemment, tu avais travaillé aussi sur des sites internet et que tu avais déjà planté la graine de l'interactivité. Comment ces 2 expériences en fait, ont été décisives dans ton approche de la matière ? Quand je faisais des sites internet, j'aimais bien... qui est quand même quelque chose de matériel. Donc, je sais pas, ça pouvait être prendre en photo des objets ou des textes et les remettre en 2D et avoir des animations, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'était déjà un peu la matière et l'interactivité, mais en 2D sur un écran. Et quand on a fait ce workshop où on a... T'étais au courant de ce workshop ou pas ? Ouais.
Ouais, bref, on a hacké des chaises Ikea. On a passé une semaine à hacker des chaises Ikea avec des capteurs et des microprocesseurs pour leur donner une nouvelle. C'était plus juste un objet sur lequel on s'assied, mais c'était autre chose. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était super intéressant de pouvoir aussi intégrer l'interactivité dans la matière et pas que la matière dans un truc qui est dans 2D interactif. Voilà. Et après, j'ai pu j'ai fait un cours qui s'appelait Atelier Objet Communicant l'année suivante, aux arts décoratifs aussi. Et donc là, c'était vraiment le but, c'était d'intégrer pendant 2 semestres des microprocesseurs et tout ça dans de la matière. Donc on avait fait des espèces de capuches avec des zips interactifs assez moches. Et donc, mais c'était super intéressant. Et donc après, j'ai été obsédée par ce truc et j'ai jamais arrêté. Voilà. Bon alors, la mairie de Paris et l'ENSAB, le service public fait bien son boulot quand même. Hein. Moi, je tiens à souligner, bravo le service public. Hein. Alors là, on va pas parler de service public, mais on va parler de souvenirs d'enfance. Steven, toi, tu as grandi entre un musée des outils agricoles et une crêperie. Ouais, c'est ça. Alors, quel est le rapport avec l'ébénisterie? Excuse-moi, mais c'est pas très clair. J'ai grandi dans une famille d'artisans. Tout le monde est artisan dans la famille. Et mon arrière-grand-père était menuisier, mon grand-père était charpentier charron, un des derniers charrons. Charron, c'est des fabricants de charrettes qui gèrent aussi bien le métal, la forge que le bois. Mon père, lui, a fait mécanicien poids lourd, mais il a hérité de tout ce savoir-faire-là et il a créé un musée où il y avait des tracteurs, des motoculteurs, plein d'outils manuels aussi. Ça couvrait plusieurs siècles d'ailleurs. Et donc les gens venaient manger à la crêperie qui s'appelait Le Patrimoine et ils allaient ensuite au musée. Donc moi j'ai grandi dans cette ambiance-là, autour du travail beaucoup, autour de la restauration aussi de ces engins. Donc beaucoup de mécanique, des motos, des voitures, des tracteurs, c'était mon quotidien. J'y voyais rien d'atypique d'ailleurs. Et puis beaucoup la débrouillardise, beaucoup le système D parce qu'on n'avait pas de moyens. Et on fabriquait tout avec rien, donc on récupérait tout, on gardait tout. On avait de l'espace, donc on pouvait. Et puis, donc mon père a restauré une scierie quand j'avais 4-5 ans, et c'est une des plus vieilles scieries de France en état de marche, dont on se sert encore aujourd'hui. Alors, il n'est pas exploitant. Je ne sais plus à qui j'ai raconté ça récemment, mais on était un peu des forains. Parce qu'en fait, avec ces engins-là, on accueillait donc des gens dans le musée, mais on allait aussi faire des fêtes, ce qu'on appelle des fêtes des vieux métiers, où on vient démontrer, on est en costume d'époque et on refait les gestes devant les gens. On faisait des sabots aussi, on coupait du bois avec cette scierie, une collection de tronçonneuses aussi. Enfin, voilà. Donc j'ai grandi là-dedans, dans la vieillerie, comme je dis souvent, et puis j'ai eu envie de travailler le bois. Donc j'ai d'abord fait un CAP menuisier, BEP agenceur. Après ça, un CAP ébéniste, parce que je voulais travailler la matière beaucoup plus finement. Donc j'ai ensuite fait un bac ébéniste, tout ça en Bretagne. Donc entre la forêt de Brocéliande, Saint-Malo et le golfe du Morbihan. Et puis on me parle de l'école Boulle, je me dis que c'est inaccessible et puis finalement je suis pris à l'école Boulle, je sors en 2008, j'y enseigne pendant 14 ans d'ailleurs. Donc voilà, j'ai grandi dans cette ambiance-là et puis j'avais d'un côté ce côté très traditionnel et puis j'ai eu la chance on est une fratrie de 4. Et j'avais un grand frère qui était qui est toujours d'ailleurs très geek et très dans la transmission, dans les nouvelles technologies, dans l'art. Et il m'a donné goût au dessin. On passait des heures à jouer à Warhammer, aux cartes Magic, et à peindre des soldats de plomb de 10 mm de haut. Et j'ai adoré ça en fait. J'avais d'un côté le travail manuel et la mécanique, et d'un autre côté toute cette partie art et science aussi parce qu'il était biologiste. Et donc, il disait jamais non à m'expliquer un sujet. J'étais tout le temps à demander pourquoi ci, pourquoi ça. Et il n'y avait pas vraiment Internet ou ChatGPT. Alors, on sortait les encyclopédies et on grattait tous les sujets possibles. La nature, la géologie, la science, l'astronomie, etc., etc. Donc, du coup, ça a ouvert un éventail de curiosité chez moi, qui d'ailleurs a été exploitable. Et à l'école Boulle, il y a cette même notion d'éventail ouvert où en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Tous les ateliers sont à disposition, plein de matières sont à disposition. Et du coup, c'est le bois, ok. Donc j'avais décidé que ce serait le bois quand j'étais en 4e ou en 5e, mais avec autre chose.
Voilà, d'où toutes ces hybridations. Alors, là, tu me parles de toute cette curiosité qui t'anime, mais initialement, tu voulais être restaurateur. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu restaurateur et que tu es devenu ébéniste, artisan d'art, inventeur? J'ai oublié une grosse étape. Je me suis dit que je voulais faire du mobilier, restaurer du mobilier, parce que j'avais cette habitude de restaurer des vieilles choses, et ça me fascinait. Et je me suis dit que je voulais travailler finement, la marqueterie, etc. Et être un peu chirurgien, mais du mobilier. Et donc je fais tous mes stages en restauration de meubles, à Paris, en Bretagne, et j'adore ça. Et j'apprends finalement l'histoire de l'art. J'adore l'histoire de l'art et du mobilier, c'est une autre de mes passions. Et finalement, je comprends aussi qu'on peut... Enfin, à l'époque, je ne veux pas encore créer. Mais c'est un peu comme faire ses gammes, tu vois, c'est un peu comme vouloir jouer d'un instrument de musique. Il y a des gens qui ont l'oreille absolue, pas moi. Moi, j'ai dû travailler énormément, vraiment. Et donc là, j'ai appris les techniques, j'ai appris à comprendre comment étaient construits les meubles, pourquoi tel assemblage à quel endroit, pourquoi telle construction. C'est vraiment une mini-ingénierie, un meuble, quand c'est vraiment des meubles d'art, des meubles d'époque. Et à un moment donné, j'ai un déclic, justement en bac, je rencontre un prof d'art appliqué qui voit que dès qu'il me lance un sujet, j'ai 1 milliard d'idées. Alors il me dit, faut que tu aies un carnet sur toi en permanence. Donc je pique les carnets de commandes Ricard que ma mère se faisait offrir et qui traînaient tout le temps dans mes poches. Et je dessinais, j'écrivais, et dans le métro et partout. Et ça ne m'a pas quitté, ça, d'avoir toujours de quoi noter. Et je prends conscience, en fait, à ce moment-là, que finalement, je veux créer, je veux inventer, je veux innover, j'ai plein d'idées. Et je prends conscience aussi à ce moment-là que toutes ces vieilleries dans lesquelles j'ai grandi, de leurs contemporains, ces œuvres-là, ces pièces-là, ces objets-là, étaient à la pointe de la technologie, étaient des innovations. Et je me dis, moi, je veux avoir la même démarche. Voilà. Merci. David, toi aussi, c'est une histoire de famille, le staff, mais toi, tu te prédestinais pas du tout à faire comme ton père, en fait. Comment t'es arrivé chez Staffev, dans un atelier de staff? Du coup, petit, du coup, mon père était staffeur. Du coup, j'allais de temps en temps avec lui le samedi ou quoi. Je bricolais un peu le plat, comme je fais avec mes enfants aujourd'hui. Et j'étais pas trop doué à l'école. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Mais j'aimais pas plus que ça. Et après, ça m'a plu après. En fait, j'ai après aimé le métier. Enfin, je trouvais ça magique. On part vraiment de rien, de la poudre, de l'eau, et on crée un volume, n'importe quel volume, en fait. Je trouvais ça fou, quoi, avec rien, quoi. C'est vraiment ça qui me plaisait. Après, j'aimais bien ébéniste, ça, j'aimais bien aussi. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'outils. C'est vrai, tout de suite, j'aimais moins l'ambiance. Et du coup, j'ai démarré. J'ai fait un CAP, après un brevet des métiers d'art. Et après, j'étais embauché. Et au bout de 2 ans, je me suis retrouvé chef d'atelier. Du coup, il fallait que je réponde à tout, en fait. Mais après, on relève un défi, un deuxième, un troisième. Et on se perfectionne, on essaye des choses, ça marche pas. On apprend tous les jours. Et même aujourd'hui encore, on teste, on essaie de trouver une combine qui nous fait gagner du temps. Parfois, c'est concluant, parfois non. Et puis voilà, c'est l'expérience, quoi. On apprend. Et on se retrouve à faire des choses folles. C'est pareil, en rénovation, en restauration, beaucoup des lieux, on va réparer des trucs dans des super endroits. C'est fou. Enfin, les chantiers, c'est incroyable. Pour qui on bosse, c'est vraiment du haut de gamme, quoi. C'est du rêve, quoi. Tu m'as raconté une anecdote concernant la première moulure que tu as réalisée toi-même, parce qu'initialement vous aviez des catalogues, vous commandiez les moulures sur catalogue, et un jour, par la force des choses, tu t'es retrouvé à faire une moulure. Qu'est-ce que ça a déclenché tout d'un coup? Tu dessinais déjà beaucoup avant, non? Oui, j'ai toujours bien aimé dessiner. Le modelage, ça, je n'ai pas vraiment appris. J'ai appris tout seul, en fait. Je me suis dit, fallait faire une feuille d'acanthe. Je me suis dit, je l'ai fait, quoi. Et du coup, oui, c'était l'ancien patron. Et il pensait que j'en avais trouvé une quelque part. J'ai dit, non, c'est moi qui l'ai fait. Il me dit, ah ouais, tu sais faire ça. Et du coup, on a fait d'autres, et puis d'autres, et voilà. Et après, on se perfectionne. Pareil, j'aime bien l'histoire de l'art. Après, on apprend, on comprend les codes. En fait, c'est quand même toujours un peu la même chose, chaque période. Et c'est pareil, le mobilier, tout. Enfin, oui, j'aime beaucoup. Pareil, analyser comment c'est fait tout le temps. Et ça, tout le temps. Même dans Paris, quand je regarde les façades d'immeubles, je me dis comment ils ont fait ça. Ah, tiens, ils ont triché là et tout. C'est ça que j'aime bien, quoi. Mais oui, c'est passionnant, hein, ça. Et du coup, comme mon père est du métier, pareil, on en parle encore. Hein. Des fois, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, c'est pratique et tout. Et là, du coup, ma fille aussi, elle apprend le métier. Et on perpétue, quoi. C'est génétique ou c'est contagieux?
Il doit y avoir un peu des deux, hein, quand même. Il doit y avoir un peu des deux. Bruno, toi, tu as repris Stafev en 2014, mais alors toi, tu viens pas du tout du Sérail. Pas du tout. L'informatique. Tout ce que David vient de dire, c'est pas moi. Moi, j'ai fait 20 ans dans une école de commerce, une école de miage, dans l'informatique, 20 ans de commercial, directeur commercial. Viré en 2000 quand l'informatique marchait moins, j'ai dit plus jamais pour les boîtes américaines ou autres. En tout cas, salarié comme ça m'intéressait plus. Et j'ai créé une entreprise avec un copain dans l'environnement. On importait des grosses poubelles, des conteneurs semi-enterrés que vous voyez sur les aires d'autoroute et dans les stations de ski. C'est des produits finlandais. Et on a recédé la distribution à Cita parce que je voulais racheter une entreprise. Et ma femme étant architecte déco, travaillait avec Staff Espace Volume. J'ai rencontré le cédant et avec qui ça a bien matché. Et quand j'ai arrêté l'activité d'environnement, je l'ai rappelé, je lui ai dit c'est toujours à vendre. On peut se mettre autour de la table et voilà. Donc j'ai racheté effectivement en mars 2014. Donc n'étant pas du tout du sérail, mais je cherchais alors Steven parlait de menuiserie, je cherchais une entreprise de métiers d'art qui travaillait de la matière brute, donc bois, ça m'intéressait beaucoup. J'avais un copain qui est menuisier, on avait parlé. Le plâtre, je trouve ça magique parce qu'effectivement, comme l'a dit David, on parle d'un sac de plâtre, on met de l'eau, on rajoute un peu de filasse pour que ça soit solide. Et on en fait des choses comme vous avez mis, j'ai mis quelques photos là dans les slides, mais voilà, c'est très très varié et c'est incroyable à chaque fois. Ça m'émerveille moi tous les jours qui ne suis pas dans les mains dedans. Et c'est vrai que c'est fascinant de partant de pas grand chose. Alors quand il y a beaucoup d'architectes qui viennent à l'atelier, je dis toujours voilà, les mains, le savoir-faire, c'est bien sûr toute l'équipe, c'est David et toute son équipe. À ça, il rajoute, il a tout à fait raison, mais il y a la tête aussi, hein, parce qu'évidemment, il faut quand même concevoir tout ça en négatif. Tous les moules qu'ils font, c'est d'abord en négatif pour sortir ensuite la pièce en positif. Donc moi, je suis émerveillé tous les jours. Donc c'est des défis quotidiens, ça change tous les jours. J'ai des demandes tous les jours d'architectes. Moi, j'adore la commerciale, bien sûr, et faire des choses belles. Et j'avoue qu'en plus, c'est extraordinaire parce que quand tu fais par exemple les levées de réserve à la fin d'un chantier, évidemment que les clients et les architectes mettent très fortement en avant tout ce qu'on a pu réaliser en staff, encore pas plus tard qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a des gens autour qui font des très très belles choses. Alors, autour de nous, il y a souvent les agenceurs, il y a les peintres déco, effectivement, et il y a les staffeurs. C'est un travail qui se voit, c'est un travail qui laisse une empreinte. Et c'est vrai que c'est très plaisant d'entendre merci pour tout ce que vous avez fait tous les jours. Voilà. Alors, on ne connaît pas forcément très bien le staff. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du staff quand on parle de plâtre? On va peut-être avoir l'impression que c'est pas très solide, c'est fragile. On a tous déjà un peu travaillé le plâtre à la main. Est-ce que ça se vérifie dans la réalité? Probablement que non, sinon on ne ferait pas appel à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du staff? Alors moi, un très bon exemple, parce que tu l'as vu à l'atelier, et on en a fait un, mais on en fait des dizaines par an, c'est des escaliers en plâtre. Voilà, des escaliers en staff, on en fait 15-20 par an tous les jours. Ça peut être habillé une structure en métal comme celui que j'ai mis là, mais ça peut être des escaliers tout en staff où on va avoir un cylindre en métal, mais tout le reste sera en plâtre. Et on en fait depuis 20 ans, donc oui, c'est très solide. On a fait des têtes de lit pour des hôtels à Madrid et là récemment Los Angeles. On fait des tables. Dans ces deux hôtels, on a fait aussi des tables. Donc, quand on m'appelle, je dis quasiment qu'on peut tout faire. C'est pas vrai, je dis sous réserve. Je vais voir David, je lui dis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu relèves le défi ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut modifier pour que ça puisse être faisable? Mais il n'y a pas grand-chose qu'on ne puisse pas faire. Donc bien sûr, classiquement, on fait des corniches, des moulures, des habillages de murs, un peu de tout, hein, des colonnes, des escaliers, des tables, des lampes, des luminaires. Là, on a un hôtel, on fait, je ne sais même plus combien, 150 lampes différentes entre des appliques, des lampadaires. Donc ça, c'est les archers, les designers qui nous apportent le dessin. Et David conçoit la pièce, d'abord le modèle. Historiquement, le staff, c'est Haussmann, c'est ça? Ouais, c'est les moulures haussmanniennes. 1830, 1850, ouais, c'est ça. C'est les moulures haussmanniennes, sauf qu'à l'époque, la différence entre le staff et le plâtre de l'époque, à l'époque, tout était fait sur place. Nous, aujourd'hui, on va faire ce qu'ils faisaient, mais on le fait en atelier, donc c'est d'où le mariage du plâtre et de la filasse aussi. Ça permet de faire une pièce très solide en atelier. Avant, ils traînaient tout sur place. Ils faisaient tous les ornements sur place, et c'est pour ça que nous, quand on vient faire, et on en fait beaucoup,
on travaille sur un appartement haussmannien où ils bougent, ils réordonnent les pièces à l'intérieur, et souvent parce que les cuisines, par exemple, étaient anciennement au fond de l'appartement avec l'escalier de service pas loin. Maintenant, la cuisine devient une pièce de vie, mais ils veulent garder les corniches historiques de l'appartement dans des lieux qui sont un peu dingues parfois. Et nous, on vient faire des empreintes de ces corniches parce qu'ils vont ouvrir les murs. On va reproduire, du coup, on aura le moule, l'empreinte de cette corniche, on va la refaire à l'identique. Et quand on casse les corniches existantes, nous, on dit qu'elles sont plein plâtre, parce qu'elles sont très très dures à casser, parce qu'elles étaient faites sur place, historiquement. Mais voilà, des années, c'est beaucoup ça. Après, le plâtre, il est travaillé depuis des centaines et des centaines, des milliers d'années, mais tel qu'il est fait aujourd'hui pour la corniche, c'est les années haussmanniennes. Et aujourd'hui, on travaille encore le staff à la façon haussmannienne, ou on a des demandes contemporaines qui sont assez différentes On a tout. Encore d'haussmanniens. On a encore beaucoup aujourd'hui. Il y a eu des époques en plus où, dans les années 70-80, où dans les très beaux appartements qui étaient transformés ou en bureaux ou en habitation, autres, plus contemporaines, tout était enlevé, cassé. Aujourd'hui, on nous redemande de remettre à l'identique dans l'esprit de l'appartement haussmannien. Donc on a un tel volume de moules, on en jette parce qu'on n'a plus assez de place, mais on en a 700-800 et David peut tout recréer. Donc avec ces 700-800 moules qui nous donnent une matière à recomposer des corniches à l'identique, on peut les adapter, en prendre une partie d'ornement, refaire le profil de la corniche et l'adapter par rapport à la taille de l'appartement. Et chaque projet est différent tous les jours. Alors là, je me tourne vers David pour parler de la recherche en matériaux. Est-ce qu'on fait de la recherche en matériaux quand on est en atelier ? Là, on voit une pièce à l'écran qui est assez étonnante. On voit des pétales de fleurs. Apparemment, ils font 1,50 m de long sur 2 cm d'épaisseur. C'est pas vraiment le genre de géométrie qu'on s'attend à voir en staff. Comment on arrive à ça à partir d'un dessin de créateur ? On cherche. On se demande comment on va faire. Au début, on ne sait pas souvent. Là, c'est le poids, la contrainte technique, c'est vraiment le poids, c'est tenu dans le vide. On prend des risques aussi parfois. Bah ouais, c'est vrai. On tente, on essaye, on regarde, ça marche pas. Et là, oui, pour les pistils, oui, c'était des bouteilles d'eau en fait que j'ai moulées. J'ai pris. C'est ça, il y avait. Oui, je me suis servi comme base pour faire ma forme. En fait, j'ai pris une bouteille d'eau sur laquelle j'ai mis du plâtre par-dessus. En fait, ça me donnait ma préforme. En fait, et après, je sculpte. C'est pour pas partir de zéro, quoi. En fait, ça me fait une. Non, après, elle est enlevée. Mais ça aurait pu, hein, sur d'autres trucs, des canettes de coca. On utilise n'importe quoi. Et c'est solide, quelque chose comme ça, c'est fait pour durer ? Non, celle-là, non. La fleur à droite, là, non. Non, là, c'est une expo, ça durait pas longtemps. On a pris le risque. On a vérifié quand même. Tous les jours, on mesurait, voir si ça bougeait pas. Mais ça tenait sur 15 cm au plafond. C'était pas très, très sérieux. Mais on a mis des fers, on a mis des... C'est tombé sur personne ? C'est tombé sur personne, ça l'a fait. Avant qu'il la démonte, Oui, ils sont même embêtés à le démonter, donc ça va. c'est éphémère, c'est pour une année. Donc chaque architecte déco refait une pièce. Et sinon, la structure, celle de gauche, du coup, ouais, c'est pareil, c'est tout fait, grillage à poules, des tiges filetées pour chercher les formes extérieures, les arêtes. Et après, c'est juste plâtré sur site directement. Et les chaises, ouais, comme je disais, c'est des chaises Ikea aussi. C'était pour pas... c'est moi quasiment. Ouais. Bah là, c'était pour pas faire payer une structure métallique en plus. On s'est dit, on part d'une chaise et on la modifie, on customise en fait. Il y a beaucoup d'intuition dans votre manière de faire. Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Oui, et puis d'un jour à l'autre, on n'utilise pas la même technique. On se dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais essayer comme ça. Et, et le staff, c'est un matériau composite alors ? Il y a de la filasse, il y a du gypse, c'est ça. Il y a de la baramine. Oui, à l'intérieur, il faut structurer un minimum. Du coup, on a des contraintes d'épaisseur souvent. Et par contre, nous, on ne crée pas. Moi, je travaille que pour des designers, c'est eux qui dessinent. Du coup, on les aiguille un petit peu, mais ils nous forcent tout le temps à aller plus loin, toujours plus loin. Toujours plus fin, on va plus loin, il faut que ça se tienne sur rien. Des fois, on me dit, mais comment ça tient au plafond ? Je ne peux pas mettre des ballons. Enfin, il faut bien que je trouve une solution. Mais voilà. Mais c'est pareil, à force de beaucoup, beaucoup parler, on arrive à les aiguiller et trouver un terrain d'entente où ça nous arrange, nous, eux, et on arrive à
à faire ce qui c'est quand même eux les créateurs du truc, quoi. Moi, La recherche se je fait suis dans le juste dialogue. les petites mains, voilà. Je conseille, j'aiguille un peu, mais voilà, je reste à ma place. C'est eux les artistes, en fait. Hein. Moi, je suis juste les petites mains. Merci. Steven, la recherche, le dialogue, les matériaux composites, c'est aussi quelque chose qui doit te parler, ça, parce que vous travaillez en équipe systématiquement chez Arca. Vous avez des défis qui sont toujours plus fous. Vous êtes d'ailleurs réputé pour relever l'impossible, et à la fois, tu m'as dit, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors, tu peux m'expliquer ce paradoxe? Pourquoi c'est un avantage et un inconvénient d'avoir cette réputation de relever tous les défis? Oui, par quoi commencer? Bon, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais pour dimensionner un peu l'atelier, ça fait 600 mètres carrés, on est 12 personnes, donc c'est un vrai travail d'équipe. Et pendant toutes ces années, on a développé plein d'innovations autour du bois. Hein. Tout à l'heure, je parlais de restauration. Beaucoup de ces techniques, d'ailleurs, ou des étapes de fabrication sont inspirées de la restauration de meubles, notamment le bois flexible. Pour découper la marqueterie, on s'inspire de la technique de restauration de marqueterie. Le bois larmé, c'est attraper la perce, qui est le pire cauchemar d'un restaurateur de meubles. Et puis là, on voit du bois thermoformable. C'est un composite. C'est un laminé entre donc des feuilles de plaquage de bois, souvent défibrées, et une âme qui peut être soit en plastique, c'est souvent du plastique recyclé qu'on utilise, ou du liège, ou du laiton, ou du chanvre. Ça dépend des budgets, des formes, des masses qui doivent être supportées. La plupart du temps, on fait des formes libres. Je crois qu'une des seules fois où on a fait des formes précises, c'était la moto qu'on a vue et le tabouret, là, parce que ça ne nécessite pas de moule. C'est très intéressant parce que dès qu'on veut courber du bois, à l'instar de corniche ou certains métiers où on doit réaliser des moules, quand on fait de l'ébénisterie, on doit financer des moules pour faire parfois des pièces uniques, et le moule va coûter plus cher que l'objet fini. J'ai eu envie de développer un bois aussi facile à cintrer qu'un bout de plastique. Donc ça a amené pas mal de contraintes. Mais ça a amené aussi un matériau avec une grande résistance qui fait aussi, c'est un travail que j'avais commencé à l'école d'ailleurs, comme pas mal des innovations que j'ai développées. Elles ont quasiment toutes commencé à l'école même. Là, c'était l'idée de faire de l'ornementation rapide, s'affranchir de la marqueterie qui est très longue. Donc incruster toutes ces petites strass de métal, là, si on devait le faire à la main, c'est invendable. Et là, on a une matière qu'on a laissée pendant 2 ans dehors là, avant de faire la moto, et on s'est rendu compte que ça tenait très bien à l'extérieur. Sans avoir à payer des tests en laboratoire. Et donc on se doit aussi de faire des choses durables dans le temps, donc pérennes, restaurables. Et voilà, donc un jour c'est avec du plaquage et une âme recyclée. Le lendemain, là en ce moment on est en train de développer une veste en wood, donc notre wood c'est notre bois flexible. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est sûrement l'innovation qu'on a développée, qu'on vend le moins. C'est celle qui est la plus famous, mais qui est aussi la plus compliquée, la plus chère. Et là on fait une veste en pierre, donc en pierre flexible, parce qu'on sait faire gonfler du bois, mais on sait faire gonfler du liège, du cuir, du plâtre. On a déjà fait de la céramique. Mais on peut essayer du plâtre, et là en l'occurrence on a essayé avec des feuilles de pierre. Alors on n'a pas inventé la feuille de pierre, hein, mais il y a 2 sociétés qui vendent des feuilles de pierre. Ils arrivent à faire du plaquage de pierre en épilant la roche, et donc nous on arrive à ciseler ça parce que c'est fait en ciselant toutes nos matières flexibles. Donc voilà, ça c'est en cours de fabrication. Donc j'ai parlé du bois larmé qu'on voit ici en photo. Le bois flexible, lui, il peut être animé par des poches de rangement ou des robots qui viennent animer les membranes. Récemment, on a fait une horloge. Et puis voilà. Donc, Et cette recherche, dis-moi, comment est-ce qu'elle se met en place à l'atelier? Est-ce que c'est une recherche qui suit un protocole bien précis? Je sais que vous avez financé une thèse à l'atelier sur le métal projeté au plasma sur du bois. Vous avez quand même un gros historique de recherche. Est-ce que ça nécessite d'avoir un planning très précis? Est-ce que c'est plus spontané? Comment naît la recherche et comment elle s'épanouit à l'atelier? J'ai pas mal dérivé de la question de tout à l'heure, mais je vais y revenir. Et effectivement, on a cofinancé une thèse avec l'école des mines pendant 4 ans autour de la projection plasma, je ne vais pas dire qu'on a abandonné, mais presque, tellement c'est compliqué, coûteux, et qu'on ne trouve pas d'atelier qui veuille bien nous accueillir, parce que je disais qu'on ne sous-traitait pas tout à l'heure, mais là, pour le coup, le canon plasma, on ne l'a pas. Et quelle est la démarche? C'est à chaque fois différent.
Mes idées viennent beaucoup dans mon temps libre, en conduisant notamment, quand j'ai vraiment rien à gérer. Donc je prends des notes, et puis ça va être beaucoup par le croquis. Donc je vais arriver avec des croquis, je vais partager avec mon équipe. Et puis un gros temps de gestation. Il y a des projets qui se montent où l'idée elle vient en quelques secondes. Et tout à l'heure, je parlais de l'horloge en bois gonflable qu'on a fait. J'ai dû la dessiner il y a 18 ans et on l'a fabriquée l'année dernière. Donc ça dépend. Là, ce week-end, en ce moment, je travaille sur une collection beaucoup plus brute où je laisse tomber toutes ces passions pour l'innovation et où je vais travailler davantage sur mes origines avec cette scierie, avec ces bois qu'on débite de manière très massive en fait. On peut aussi le fendre, le bois, donc je suis en train de travailler sur ça aussi, sur le fait de fendre le bois. Donc en ce moment, je veux m'affranchir un peu de toutes ces innovations. Effectivement, on s'est fait connaître pour ça, mais c'est aussi très coûteux. Et aussi, on nous catégorise parfois en se disant, on va pas leur donner ce projet-là parce que eux, c'est un peu des maboules qui font des projets moutons à 5 pattes que personne ne veut faire. On est ravis qu'on vienne nous voir pour ça, mais on a aussi besoin de projets des fois plus safe et plus tranquilles. On a quand même 12 personnes à alimenter. Et puis en fait, c'est Anaïta qui est là qui m'a un peu poussé à travailler dans cette veine-là aussi, parce que faut aussi raconter une histoire quand on veut vendre des créas. Et moi, ça me rappelait mes vieilleries, comme je disais tout à l'heure. Et puis en fait, c'est assez amusant, ça me permet de renouer avec mon enfance. Et puis aussi, on va passer beaucoup moins d'heures de production là-dessus. L'idée, c'est finalement presque d'économiser le temps passé, les outils utilisés. Et là, en plus, c'est des bois qui sont des rebus, c'est-à-dire des bois qui ne peuvent pas servir à la vente, quelle qu'elle soit, parce qu'ils ont des défauts et qui sont mis de côté en scierie. Donc là, j'ai un projet, c'est de faire un tour d'Europe des scieries et des négoces de bois. Là, je suis en train de chercher des bois enfouis, des bois sous-marins, il y a même des bois précieux sous-marins, et en train de travailler là-dessus. En fait, là, j'oublie les croquis, j'oublie la R&D, mais j'essaye de m'amuser avec autre chose, qui n'a rien de scientifique, qui n'a rien d'innovant, où juste je me dis je vais tomber amoureux d'un bout de bois et après je dessinerai quelque chose avec. Ce week-end j'ai travaillé sur un banc que je voulais finir, une idée que j'avais, où j'ai fait trancher du plaquage. J'ai fait réouvrir, j'ai pas fait réouvrir une usine, mais il y avait plus de trancheuse en France et j'ai trouvé une machine pour trancher le bois, donc il faut bouillir le bois, le sortir, le trancher comme une mandoline. Et donc je suis allé avec mes billes de bois, comme ça, que j'ai fait bouillir, que j'ai fait trancher. J'ai négocié pendant 1 an avec les personnes pour réussir à venir les embêter une journée. Et on a arrêté la machine au milieu du tronc d'arbre. Et après, j'ai reconstitué ce plaquage pour faire une espèce de console. Donc j'en ai fait 2. Et donc j'ai passé pas mal de week-ends là, à coller mes strates, à bosser là-dessus. Et dimanche, j'ai raté la pièce. J'étais avec une de mes filles, j'ai posé le truc, je fais non, ça va pas. Elle me dit on s'en va. Et là j'ai montré à mon équipe lundi, j'ai dit là on va faire l'autre, mais celui-là ça va pas, ça me va pas, c'est pas comme j'imaginais, c'est pas beau. Enfin on va pas jeter, on va en faire autre chose, je veux dire. Mais il y a un côté hyper aléatoire là. Alors que dans les innovations que je montrais avant, je suis vraiment dans une maîtrise absolue. Faut vraiment, on dessine tout en 3D au 10e près. On est sans arrêt avec un pied à coulisse dans la poche. Et c'est ce qui est super passionnant et amusant avec cette matière, c'est qu'on se fait surprendre tout le temps. Et ce qui est sûr aussi, c'est que dès qu'on oublie ou qu'on laisse passer un fondamental, c'est-à-dire une règle qu'on a appris de base, souvent on se la reprend comme un boomerang dans les dents. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. En l'occurrence, j'ai oublié de faire une vérification qui m'aurait fait économiser beaucoup de temps. Et puis ça allait pas, quoi. Enfin bref, ça serait une longue histoire, expliquer techniquement ce qui s'est passé. C'est en l'occurrence le séchage du bois. Mais voilà, oui, c'est un peu ça le paradoxe en fait. Et c'est aussi pour montrer, c'est bien de montrer ça, c'est qu'en fait, j'ai pas ce qui me passionne, c'est qu'il n'y a pas de frontières dans mon travail. À partir du moment où ça fait sens, faut que ça fasse sens, faut que ça soit beau. Par exemple, je finirai parce que je m'étale un peu trop, mais ce banc-là, il est flexible. Donc voilà, on est connu parce qu'on a développé un bois flexible. Et en fait, ce banc, quand on s'assoit, il fonctionne comme un ressort de camion ou de tracteur. Et quand on s'assoit au centre, il est simplement... Et on a juste fait un sillage arrêté. Et cet arbre-là, il a 2000 ans. Il a été analysé carbone 14, 2000, 2500 ans. Enfin, c'est pas carbone 14, c'est datation au bois, pardon, parce qu'on sait dater du bois d'après ses cernes. Il était éclaté, personne ne voulait l'acheter. On le voit dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, il a une fourche très sculpturale. Et donc, c'était un pari avec l'équipe. C'est d'ailleurs la première pièce qu'on a fait brute. Comme ça, je leur ai dit, on va un peu arrêter les trucs technologiques. Je vous parie qu'on va vendre ce banc. Et il a été vendu aux enchères 3 fois le prix. Et d'ailleurs, ils ont tous dû se raser la barbe comme des Amish. C'était le pari.
Et donc on est parti sur cette collection-là en ce moment. Ouais. Merci Steven. Clara, toi tu as les mains dans la matière tous les jours et tu me disais que tu avais besoin que les choses existent. Ta manière de chercher, elle combine à la fois le travail du textile en direct, de la broderie, des savoir-faire du modélisme et aussi des savoir-faire d'ingénierie. C'est pas forcément toi qui crée l'ingénierie numérique derrière tout ça, mais tu es toujours à la commande, si j'ai bien compris, des expérimentations. Comment se passent les allers-retours entre le travail de la main, le travail de l'imagination et le travail avec les ingénieurs qui t'accompagnent sur la technologie ? Oui, c'est pas mal des allers-retours. Par exemple, je sais pas, sur cette robe, t'arrives à mettre la vidéo ou pas ? Pas sûr. Non. Oups. Alors, est-ce que ça marche si on fait ça ? Ça marche sur mon écran, mais attendez, je vais faire une manipulation très audacieuse. Excusez-moi, je vais couper la recopie d'écran. C'est pour la bonne cause, désolé. Est-ce que ça marche ? J'ai l'impression que ça ne marche pas. Non. Il va falloir que tu nous expliques comment fonctionne cette robe, à moins qu'on arrive à... Loïc, est-ce qu'on arrive à... Désolé pour cette petite pause, c'est pour la bonne cause. Yes. Génial. Merci beaucoup Loïc. Clara, je te rends la parole. Alors, peux-tu nous décrire cette robe ? Par exemple, donc celle-ci, c'est une robe qui est inspirée d'un casino à Las Vegas. Donc il y a ce même genre de mouvement avec les néons. Et je vais vous décrire étape par étape, comme ça va être plus simple. Donc déjà, moi je fais pas mal de collages sur l'ordinateur pour avoir tout de suite, je pense que c'est mon côté graphiste aussi, d'avoir tout de suite un rendu visuel de l'ensemble du vêtement, ce que ça va rendre sur accord, les proportions, etc. Donc là, c'était très simple, ça prend 3 minutes. J'ai plaqué le casino sur le corps et puis j'ai fait quelques modifications et voilà. Après, ça prend des mois pour réaliser la robe. Donc ensuite, on a le dessin. Après, on passe par du moulage. Donc l'idée, c'est de recréer le volume en textile. Après, on redessine toutes les lignes. On essaye d'avoir d'être au plus fidèle au collage que j'ai fait au départ. Mais après, on a des contraintes techniques. C'est-à-dire que là, les LED, on a vraiment une forme... comment dire comment je peux expliquer ce truc C'est très organique, très souple. Non, c'est que il aurait fallu avoir des LED de longueur, je sais pas, qui font 2 cm, puis 2,5, puis 3, puis 3,5, enfin un truc très très qui va créer, voilà, des gradés pour avoir la forme. Mais en fait, elles n'existent pas ces LED. Donc il y en a certaines qui sont plus longues, qui dépassent. Enfin ça crée un peu des problèmes techniques. Mais donc l'idée c'était aussi, après il faut choisir les bonnes LED, les bonnes couleurs, les bonnes tailles par rapport au dessin. Parfois, on a dû modifier un petit peu le vêtement ou le dessin du vêtement pour que les LED rentrent, etc. Après, il y a aussi les contraintes énergétiques, c'est-à-dire que là, il y a 2 piles sur cette robe pour que tout puisse être allumé. Donc, en fait, tout ça, il faut le prendre en compte en même temps qu'on fait le design initial de la robe. Et donc, ça, c'est des calculs à faire. Et ça, Jonathan, il peut aussi m'aider à faire ce genre de calcul si je suis pas sûre sur quel composant partir, quel microprocesseur utiliser. Jonathan, c'est donc l'ingénieur avec qui j'ai travaillé sur cette robe. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc on a développé des techniques et on a des microprocesseurs et des outils qu'on aime bien utiliser parce que maintenant on a fait des tests et ça marchait pas avant, maintenant ça marche. On a des trucs on a débugué un peu des problèmes. Voilà, donc c'est des allers-retours. Et ensuite, une fois que la robe est finie et que tout est connecté, moi, je lui fais un schéma. Je lui dis, OK, là, les LED, elles sont connectées comme ça. Ce microprocesseur, il est là avec tant de LED dessus. Celui-là avec tant de LED dessus. C'est chaîné comme ça, parce que ça, c'est des microprocesseurs qui sont chaînés les uns aux autres. Et ensuite, lui, il va écrire le code. Et il y a toute une partie où il doit aussi... faire un mapping, c'est-à-dire lui, il se fait son dessin aussi et il dit OK, cette LED dans l'ordre, elle est 1re, 3e, 10e,
septième, enfin, et tout remettre dans l'ordre, dans son code, pour qu'ensuite il puisse les animer comme ça. Ça apparaît tout simple, mais en fait, ça prend beaucoup de temps aussi pour la partie programmation. Voilà, et à la fin, on espère que ça marche. Parce que pendant le défilé, il y avait tout un côté qui marchait pas. Donc, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un faux contact. Parce qu'on était vraiment à l'arrache enfin, juste avant le défilé. Et elle n'avait pas de doublure, elle n'était pas finie. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, il y avait un petit faux contact. Et par magie, j'ai dû toucher quelque chose sur la mannequin à un moment, pile quand elle est sortie. Elle a défilé, ça s'allumait, c'était très bien. Et quand elle est rentrée en backstage, ça marchait plus. Donc, wow. Et, émotion. Ouais, vraiment intense. chaud. Mais finalement, on a plus tard, la semaine d'après, tranquillement, j'ai trouvé le faux contact, j'ai réparé et il n'y a plus de faux contact. Mais voilà, donc c'est des surprises tout le temps. Comme ça. Alors, où sont les savoir-faire là-dedans? Tu m'as parlé de broderie, de couture. Quelle est la place des savoir-faire dans ce travail qui a l'air très technologique quand on le regarde comme ça, mais qui finalement est très proche de la broderie, tu m'expliquais? Oui, on a du moulage, on a de la couture, on a tous les métiers un peu classiques du vêtement. On a la broderie qui permet d'intégrer les LED. Et voilà. Et puis après, tous les circuits sont fabriqués à la main, donc il y a aussi beaucoup de soudure. Ça, moi, je trouve que c'est un artisanat un peu aussi, parce que c'est très minutieux, c'est tout petit. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Excuse-moi, je suis en train de galérer moi aussi avec la technologie. Oui. Donc je reviens à ma question. Oui, tu répondais à la question, effectivement, mais j'aimerais bien, pour que tout le monde comprenne bien, que tu nous décrives le processus que tu as développé pour faire passer justement l'électricité à travers des matériaux souples. Il y a certaines expérimentations, certaines pratiques qui utilisent vraiment du fil de couture avec des qualités conductrices. Toi, tu as fait un autre choix. Tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à faire ce choix-là et quel intérêt tu trouves dans les deux approches? Oui, donc je trouve que c'est très intéressant d'utiliser du fil conducteur dans le côté conceptuel de la chose, mais ensuite, pour la longévité du vêtement et du textile, moi j'ai trouvé que c'était pas top. Pour ma collection pour le festival d'hier, en 2016, j'ai utilisé des fils conducteurs dans quasiment toutes les broderies, et aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est des câbles ultra souples, qui sont très très fins et qui laissent passer beaucoup de courant. Donc on peut à la fois avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de... comme il y a beaucoup plus de courant qui passe, on peut faire plus de choses avec. Et c'est des pièces qui durent dans le temps. Donc j'ai préféré prendre cette approche-là. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, ça marche et que ce soit beau, quoi. Donc on expérimente beaucoup. Pas de compromis sur le protocole. Ce qui est important, c'est le résultat esthétique. Yes. Aurélie, on a pas mal parlé de recherche. Toi, c'est ton quotidien, la recherche. Avant de répondre à une question qui me brûle de te poser, à savoir, mais quelle est la différence entre la recherche réalisée par un chercheur et la recherche que nos amis nous ont décrit ce soir? J'aimerais d'abord que tu nous parles de tes recherches à toi. Sur quoi tu travailles actuellement? Quelles sont les recherches que tu portes? Alors, moi, il y a des choses qui, initialement, recoupent un petit peu ce que Clara peut faire, c'est-à-dire je viens d'un monde de la recherche qui s'intéresse aux textiles qui ont un comportement, plutôt du changement de forme que du changement de couleur et de motif. Notamment des choses comme vous voyez ici, on est sur une canopée dont les éléments vont s'ouvrir et se fermer en fonction des rythmes du vent. Donc c'était une manière pour moi à cette époque-là de réfléchir comment textiles, matériaux dits intelligents peuvent s'intégrer dans le quotidien et peuvent le faire d'une manière plus écologique. Et donc comme point de départ pour moi, c'était de réfléchir à la temporalité, au rythme et à l'expérience temporelle que ces technologies apportaient chez nous, en se rendant compte que c'était souvent le temps objectif de l'horloge et de l'informatique, et essayer ici de voir comment ça pouvait nous rapprocher des temporalités de la nature. Donc j'ai fait aussi des choses avec d'autres technologies qui changent de forme avec la lumière, qui produisent de l'électricité grâce à la lumière. Et puis donc cette réflexion autour de finalement comment on crée une matière qui a une animation qui se rapproche presque d'une matière en vie,
ça m'a, pour des questions vraiment écologiques et de matériaux, donné envie d'aller encore plus loin et de travailler directement avec le vivant pour trouver des alternatives, donc biosourcées, mais aussi biofabriquées avec la nature. Et donc aujourd'hui, je mène notamment un projet qui s'appelle Impressio Vivo, en collaboration avec des architectes, des biologistes qui s'intéressent à comment on peut imprimer en 3D des matériaux qui vont être cofabriqués avec des bactéries. Et dans ce projet-là, on a un peu deux axes, deux phénomènes biologiques qu'on travaille. D'une part, la bioluminescence. Donc c'est une source de lumière qui est émise par des bactéries, et on s'est intéressé à partir du projet Un prix de l'aimer et de la lumière à comment le milieu de vie en laboratoire de ces bactéries, qui sont en fait des hydrogels avec des nutriments, comment le fait de l'imprimer en 3D, donc de le sculpter, de lui donner une topologie, une géométrie particulière, va permettre de générer des effets lumineux différents et à terme essayer d'avoir une qualité de lumière qui va se perpétuer dans le temps, puisque si vous mettez les bactéries sur ces géométries, ça dure 3 à 5 jours la lumière dans le meilleur des cas. Et donc je crois que c'est la slide d'après, on a toute une réflexion sur comment on aide la colonie bactérienne à se renouveler à travers les générations, et donc à perpétuer la lumière dans le temps, ce qui implique de la nourrir, de lui offrir les bonnes conditions pour qu'elle puisse se renouveler. Et donc ce que vous voyez là, c'est une installation, on pourrait aussi l'appeler un bioréacteur, qui est ce lieu où on cultive les bactéries en laboratoire. Mais nous, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire ça dans un environnement quotidien, sans des conditions stériles de culture, et surtout en reprenant le langage qui est le nôtre, celui de l'architecture, du design d'intérieur. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une réinterprétation du bioréacteur sous forme d'un mur vivant qui va essayer de penser des relations interespèces, puisqu'on a la lumière qui est produite par les bactéries, qui a besoin d'oxygène pour que cette réaction de lumière puisse se mettre en œuvre. Et donc on a aussi ces bactéries qui elles s'alimentent, mais elles produisent des déchets, des toxines, comme tout être vivant. Et donc on récupère ces toxines qui sont acides, on pourrait presque dire que c'est du vinaigre, qui vont venir nourrir les plantes qui se retrouvent de l'autre côté de ce mur. Mais les plantes génèrent aussi l'oxygène qui contribue à la création de la lumière. Et puis les humains en profitent de cette lumière un peu tamisée, calmante, et puis ils peuvent aussi réutiliser leurs déchets alimentaires pour nourrir les bactéries. Donc on travaille ces qualités de lumière, pas tellement pour trouver une alternative d'éclairage plus écologique, parce qu'on est sur une lumière qui n'a pas la puissance pour remplacer des LED, etc. On est de l'ordre de la veilleuse, mais pour nous c'est une manière d'essayer de comprendre à la fois les concepts, les savoir-faire, les outils qu'on peut mettre en œuvre pour cohabiter et cofabriquer avec le monde bactérien. Donc on fait ça avec la lumière, et puis on travaille ces questions-là aussi avec des processus des bactéries qui vont sécréter du calcaire dans une réaction d'hydrolyse, et qui va permettre de rigidifier des matériaux. Donc c'est une manière pour nous de développer des biocomposites biosourcés, biodégradables, renouvelables et cofabriqués avec les bactéries. Alors j'en viens à la question que je voulais te poser absolument. Selon toi, selon ton expérience, quelle est la différence entre une recherche, une expérimentation de créateurs, comme on a pu en découvrir ici, et d'artisans d'art, et une recherche de chercheurs? Qu'est-ce qui différencie la façon de chercher que vous avez, vous, dans la recherche action, d'une recherche plus spontanée que Clara a pu nous décrire, Steven, David? Ils font aussi de la recherche. Toi, tu le fais un peu différemment et avec d'autres motifs. Peux-tu nous expliquer ce qui vous différencie dans vos approches ? Effectivement, on fait tous de la recherche. Je pense qu'il y a déjà des variantes dans chaque pratique. Mais le fait de faire une recherche académique, la différence fondamentale, c'est qu'on va
les nouveautés qu'on produit, on va vouloir les rendre, les partager, donc les analyser. Donc on va passer plus de temps à expliquer ces phénomènes-là. Ça peut vouloir dire écrire un article, traduire ça dans une conférence publique. Mais ça veut dire donc qu'on travaille le médium peut-être de l'écrit et du partage beaucoup plus que ce que ça peut se faire au-delà des secrets d'atelier et des interactions plus intimes dans les différents contextes. Mais on est aussi des chercheurs particuliers, c'est-à-dire qu'on vient, toutes nos questions de recherche, nos préoccupations, elles viennent d'une expérience pratique, de questions qui sont celles de designers et de créateurs. Donc c'est toujours des questions sur le comment faire, comment on transforme la matière, dans quel but, etc. Et donc on se distingue de d'autres traditions de recherche scientifique ou en sciences humaines où on part toujours de la matière, du matériau pour façonner nos préoccupations, les questions de recherche qu'on explore. Mais non seulement on pose la question de recherche par ces enjeux de matière et de savoir-faire, mais on essaie aussi d'y répondre, c'est-à-dire qu'on convoque des méthodes qui sont celles des créateurs et on incarne les résultats aussi dans des objets qui peuvent être considérés aussi bien comme des résultats de recherche que des objets de création et de design. Donc on occupe une posture singulière à la fois dans le monde de la recherche et puis par rapport à des designers ou des artisans, on a le luxe d'avoir ce temps de prendre peut-être plus de recul pour analyser et partager ce qu'on a trouvé. Clara nous disait qu'à la fin, l'objectif, c'est que ce soit beau et que ça marche. Est-ce que c'est la même chose pour les chercheurs ou est-ce que vous avez un autre objectif qui vous motive, qui est le moteur de votre démarche ? Maintenant, on a une double exigence, c'est de produire de la connaissance nouvelle. Donc si on n'a pas cette nouveauté-là, on va être un petit peu frustré, mais elle peut être aussi bien dans la création d'une nouvelle méthode, de comprendre un phénomène nouveau, mais aussi, effectivement, ça peut être développer une nouvelle apparence. Et en tous les cas, nous, on va avoir non seulement l'objet un peu théorique de produire une connaissance nouvelle, mais aussi de l'incarner dans des résultats qui sont de l'ordre de l'exigence d'un créateur. Donc, ils vont parler à une audience, un public, qui ne sera pas forcément celui d'un client, mais on expose nos résultats régulièrement dans des musées, dans des contextes publics où l'objet doit être quasiment aussi abouti qu'un produit commercialisé. Aujourd'hui, à l'ENSAD Lab, vous avez des thésards qui font des doctorats en design textile. C'est un peu unique en France, si j'ai bien compris. C'est quoi l'expérience de la thèse ? C'est quand même assez particulier. Une thèse en design, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre. Ça suppose quoi et quel recul sur sa pratique ça produit ? Eh bien, rentrer en thèse, c'est un temps privilégié, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans en fonction des expériences individuelles où on va pouvoir finalement avoir un regard réflexif sur sa pratique, la questionner, la pousser et démontrer en quoi on enrichit en fait le champ de connaissances de ce contexte-là. Donc c'est une temporalité unique, déconnectée d'un certain nombre d'enjeux économique, de temporalité peut-être relativement immédiate, de produire dans 3 semaines pour un défilé ou en quelques mois pour un chantier. On a un temps plus long, même si on doit aussi faire avec des contraintes économiques et techniques, mais qui sont un petit peu différentes. Et surtout, on a l'exigence de rendre compte de cette démarche le plus souvent dans un objet écrit qui s'appelle la thèse. Et donc, on est souvent dans ces allers-retours de je suis dans la création et je fais, et puis la nécessité de prendre de la distance et de se mettre dans une posture de chercheur. Et on est à la fois le créateur et le chercheur dans ce contexte-là. Donc il faut arriver à trouver cette double posture et à naviguer de manière très itérative entre ces différentes phases. Et c'est effectivement pas toujours évident. Et donc le doctorat, c'est la temporalité privilégiée pour appréhender ces méandres, si je puis dire.
Et là, on s'approche de la fin. Et moi, j'aimerais bien savoir si le fait de créer via le prisme d'une matière, en fait, va produire un lexique particulier, va amener son écriture propre. Est-ce que la matière que tu cherches, la matière que tu développes, a sa propre écriture? Est-ce que le fait de développer un matériau va formater l'écriture qui en découle? Alors moi j'ai passé la thèse il y a un petit moment déjà, mais c'est vrai que donc on n'a pas tout à fait le même rapport à l'écrit dans la thèse qu'une fois qu'on l'a faite et qu'on a des publications plus courtes. Mais effectivement le temps d'écriture, comme on a une modalité de recherche assez jeune, la recherche par le design ou par l'art, en France l'école des arts déco je crois est la première à décerner à diplômer des doctorants depuis à peu près 2015, c'est un petit peu plus ancien dans d'autres pays. On a aussi l'espace de questionner comment l'écriture rend compte de tout ça, et ça prend pas toujours la forme d'un article scientifique, même s'il faut expliquer ses méthodes, ses outils et ses résultats. On peut aussi convoquer une écriture plus littéraire, et en fait c'est vrai que chez nous souvent chaque objet thèse retranscrit des principes qui sont dans les actes de création et de nouveautés que les doctorants ont développé. Ça se traduit dans le design graphique de l'objet, dans la matérialité de l'objet, voire aussi dans son format. Et surtout, quand le doctorant soutient sa thèse, il y a donc une forme de présentation orale du travail, une discussion avec le jury à partir de l'objet écrit de thèse, mais il y a toujours un élément de pratique. Donc ça peut être des échantillons textiles si c'est un designer textile, ça peut être des vêtements, ça peut être des performances, des vidéos, et donc tout ça est pensé en fait en cohérence. Oui. Merci. David, Bruno, le staff, le plâtre, c'est une matière particulière. J'ai découvert en discutant avec vous que le plâtre de Paris n'était pas le même que le plâtre de Majorque. Comment la matière va guider une création? C'est quoi la différence entre le plâtre de Paris et le plâtre de Majorque? Pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre? Dans quel contexte? David, Bruno Le plâtre de Paris, en tout cas, il est très blanc. J'évoquais la rue Blanche tout à l'heure, je vais vous raconter l'anecdote si vous ne l'avez pas lu. Mais les raisons de la rue Blanche et de la place Blanche à Paris, c'est le plâtre. Puisque les premières carrières de gypse, c'était Ménilmontant, les buttes Montmartre et autres. Et à l'époque de Vieux Paris, qui était 1, 2, 3, 4, ils descendaient le plâtre en carriole. Une fois que le gypse avait été chauffé, il y avait les chemins étaient blancs, donc c'est devenu la rue Blanche. Et la place Blanche, c'était la porte blanche, on payait l'octroi, le pavillon d'octroi avant de rentrer dans Paris. Mais donc le plâtre de Paris est très très blanc. Et, pour l'anecdote, on a fait un gros chantier donc, de tête de lit en Espagne. Il y a des très bons staffeurs espagnols. Et on a été mis en concurrence au moment du projet de prototypage de la tête de lit pour cette chambre témoin. Une fois qu'on l'a posée, d'ailleurs j'étais avec David, dans un bâtiment où ils avaient recréé la future chambre de l'hôtel, qui était un hôtel de luxe. Les Espagnols ont donc vu ce qu'on avait fait, ont été missionnés pour reproduire la même chose. Ils ont fait très bien la même chose, sauf que le plâtre est gris, et beaucoup plus gris en tout cas, beaucoup moins blanc que le nôtre, et que le designer ne voulait pas que ça soit peint. Et c'est vraiment d'ailleurs un sujet sur lequel nous, c'est parfois complexe. Il y a beaucoup de demandes de par la matière qui est naturelle, le plâtre est naturel, l'eau est naturelle, la filasse est naturelle, donc le produit naturel par rapport à d'autres produits comme le bois, où ça peut être plus complexe, il y a plus de matière, il y a plus de résine ou de teinture ou de choses. Là, nous, on est toujours tout naturel, et les designers veulent que ça reste brut. Sauf que brut, quand on fait des pièces en plusieurs morceaux, nécessairement, il y a un joint, il y a quelque chose. Donc on voit, on ne peut pas avoir une pièce toute lisse et la même 10 fois. Mais en tout cas, le plâtre blanc de Paris, effectivement, il est une histoire, en tout cas. Et qui nous va bien quand il s'agit de gagner le dossier, ces dossiers-là. Mais non, c'est vrai qu'il est très particulier. Et après, ils ont... moi, je ne travaille pas la matière comme peut le faire David, mais il y a plusieurs fabricants de plâtre, quelques-uns. Et nous, on en a un. Et je pourrais trouver... en tant que chef d'entreprise, un meilleur prix peut-être sur d'autres plâtres de staffeurs, parce qu'il y a des plâtres de staffeurs, mais il n'est pas question de leur changer le plâtre. Ils ont leurs habitudes avec leur plâtre, et c'est toujours le même plâtre. On achète toujours le même... Voilà.
travaille la matière de la même manière. Est-ce qu'il y a des formes qui se prêtent très bien au staff et d'autres beaucoup moins? Comment on fait quand on est sur un défi de la matière ou qu'est-ce que le staff appelle naturellement? Qu'est-ce qu'on fait vraiment facilement avec le staff comme type de forme? À la base, c'est vraiment pour créer des moulures. C'est l'usage. Et comme il disait tout à l'heure, c'est forcément peint à la base. Et là, de plus en plus, on met la matière en avant, c'est que le volume. Après, c'est un produit de moulage, du coup, on peut avoir l'aspect qu'on veut. On peut on peut faire un faux bronze, on peut faire du bois aussi, ça peut avoir l'aspect du bois. Tout dépend le moule, sur quoi le moule a été fait, en fait. Et même pour faire tous nos modèles, nous, on part sur une base en plâtre parce que c'est ce qu'on maîtrise, mais on pourrait très bien le faire en polystyrène, en pâte à modeler, en bois, n'importe en fait. Tant qu'on a la forme, on peut la mouler et après du coup la transformer en plâtre, en fait, avoir un objet en plâtre, alors qu'à la base on peut le faire sur ça, sur tout et n'importe quoi en fait. On pourrait tout transformer en plâtre, quoi. Est-ce qu'on peut tout faire en plâtre? Presque, ouais. Ça dépend du budget, souvent c'est ça qui coince en fait. Après on n'a pas trop de limites, mais souvent par le budget on est limité. Mais oui, on pourrait faire encore plus. Hein. Steven, est-ce qu'on peut tout faire en bois? Est-ce que tu fais tout en bois? Est-ce que tout est en bois chez Arca? Ou est-ce qu'il y a des mélanges Ce qui est amusant, c'est de mélanger avec d'autres choses. Justement, on parlait tout à l'heure, on a pas mal bossé avec l'impression 3D grande échelle aussi. Je pense pas que j'ai de photos là, mais on a travaillé avec Xtree. Donc on aime bien mêler le bois à d'autres choses. Justement, c'est tout l'enjeu est là, tout l'amusement est là. Quand j'ai postulé à l'école Boulle, j'étais venu avec un morceau de bois que j'avais fait dans l'atelier de mon père, là où j'avais essayé de souder. J'avais collé le bois sur de la fonte et on avait soudé la fonte. Je crois que ça leur a plu, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Peut-être, mais en tout cas, ils m'ont dit après que ça avait été un échantillon amusant. Tout n'est pas en bois, justement. J'adore mixer le bois à d'autres matériaux pour copier ou hybrider les caractéristiques des matériaux en question. Mais en tout cas, il est toujours présent. Et c'est vrai que je m'en lasse pas. Et il y a tellement à faire et à explorer. Dans toutes les techniques qui servent à transformer le bois, il y en a un paquet. Je pense qu'on a tout essayé. On a vraiment touché un peu à tout. Pas dans toutes les formes, mais non, je vois pas de limite. C'est pour ça que c'est amusant d'ailleurs. Je me suis toujours dit que j'arriverais jamais à faire le même métier toute ma vie, et je pense qu'en fait, j'arriverai pas à en faire un autre. Et est-ce que tu te vois travailler d'autres matériaux que le bois? Je sais que tu mélanges, il y a beaucoup de composites, mais est-ce que tu pourrais faire un projet sans bois? Zéro bois. Zéro bois. À la demande de clients, c'est arrivé. C'est arrivé que là, on a travaillé sur un yacht pour un gros yacht, avec une grande marque de luxe, pour quelqu'un, pour un grand designer. Voilà. Je sais pas quel nom je peux dire ou pas, donc j'ai pas relu la NDA avant de venir. Mais voilà, un pape du design. Et il nous a demandé de gérer les meubles. Les meubles ont du cuir, les meubles ont de la laque. Les meubles ont des quincailleries en inox polymiroir faites sur mesure. On voit presque pas le bois. Il y a même des meubles où il n'y a pas du tout de bois. Enfin, la structure interne est en bois, mais tout l'habillage est en inox polymiroir. Les dessus sont en lave émaillé. En fait, je pense que l'ébénisterie d'art, c'est le métier le plus représenté dans les métiers d'art. C'est-à-dire que quand on va à l'école Boulle, le plus gros atelier, c'est l'ébénisterie. Quand on va dans n'importe quel, d'ailleurs, lycée des métiers d'art, c'est l'atelier qui est toujours le plus gros, parce que c'est un des métiers qui, je pense, passionne le plus. Et pourquoi ça passionne? Parce qu'en fait, ça touche à énormément de disciplines. Croquis, dessin, modélisation 3D, échantillon, production, sculpture, marqueterie, multimatière, et c'est ce qui le rend passionnant. Et donc on nous demande du coup de gérer l'ingénierie de plusieurs matériaux. On a la responsabilité du montage de l'ouvrage fini, toutes parties confondues. Donc on va devoir comprendre, et c'est passionnant aussi de s'intéresser un peu à l'ingénierie et aux capacités d'autres matériaux. Donc on apprend plein de choses, on apprend tous les jours. Je pense que dans tous les métiers qu'on fait, on apprend tous les jours. Mais nous, ce qui est différent, c'est qu'on en a la responsabilité. C'est-à-dire que si ça va pas, si c'est pas beau, si c'est pas bien fini, si c'est pas la bonne couleur. Donc c'est beaucoup de gestion
de gestion de projet. Mais voilà, ce qui est très bien dans ce métier-là aussi, c'est justement les plans d'exécution et le dessin technique. Et voilà, ça mélange tout ça. Et donc voilà, c'est arrivé rarement, mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question. Je pense que peut-être, voilà, je suis qu'au début de ma carrière. Peut-être que j'aurai une autre phase où je travaillerai vraiment autre chose. Il m'arrive d'utiliser d'autres médiums. Là, je disais, justement, on a imprimé avec RStudio un mélange de plâtre et de fibres de cuir. Et à un moment donné, il a fallu gérer Grasshopper, il a fallu gérer l'imprimante grande échelle. Et puis une fois fait, il y avait plein de retouches à faire. Et il y avait des entailles à faire. Donc j'ai pris des outils à bois ou des disqueuses diamants et je suis venu faire mes entailles avec les outils nécessaires. Voilà. Mais encore une fois, ce qui prime, c'est l'idée. L'idée, ça doit faire sens, ça doit être beau, ça doit tenir. Et après, les outils ou comment, ça... c'est pas le plus facile, mais c'est presque le plus facile ou le plus intéressant. C'est un peu comme une quête, c'est un peu comme une chasse au trésor, où j'ai envie d'aller à un point A, à un point B. Le voyage, forcément, en cours de route, ça bifurque, mais c'est comme un jeu de rôle, quoi. Et peu importe la technique. Et c'est vrai que tu parlais de budget tout à l'heure, c'est souvent la limite, le budget. On travaille beaucoup avec les architectes d'intérieur, les maisons de luxe, et c'est un sujet. On a la chance de travailler avec des gens qui ont des budgets quand même très importants. Donc on peut se permettre d'aller dans des petites folies et dans des détails très, très chiadés. Mais voilà, là récemment, pour une grande marque, là, m'a demandé de faire une poignée en bois. Et on savait pas comment la faire, cette poignée en bois. C'est un peu un objet impossible, tu vois. Un peu comme les dessins d'Escher ou autres. Et la solution, ça a été de casser l'objet. Et peut-être d'avoir restauré les meubles ou quoi, mais la seule solution, parce qu'on devait assembler, je sais pas comment vous expliquer ça sans trop vous divulguer, mais on devait assembler 2 pièces ensemble sans que ça se voie. Voilà. Et en fait, on a fabriqué les 2 pièces. J'ai eu l'idée de la casser pour la reconstituer. Et ils m'ont appelé aujourd'hui en me disant on ne comprend pas comment tu as fait. Et je leur ai dit, et je leur ai pas dit. Tellement c'était simple, tu vois. Voilà, alors, c'était pas aussi simple, il a fallu faire des montages et tout, mais voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas de. On nous apprend à faire des analyses de fabrication très détaillées quand on fait ce métier-là, et c'est important, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'en faire avec l'expérience, et c'est amusant de vraiment complètement détourner les fondamentaux. Tout à l'heure, je disais qu'il faut respecter les règles, et parfois, on se reprend le boomerang, mais en fait, à chaque fois, aussi, ce qui m'amuse, c'est de prendre cette règle très importante et d'essayer de diverger, quoi. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Alors avant de passer la parole au public, j'aimerais poser une dernière question à Clara, parce que quand on a parlé de ta pratique d'atelier, la pratique que tu partageais avec tes équipes, vous êtes entre 3 et une dizaine, si j'ai bien compris, selon les coups de feu qu'il y a à l'atelier, avec beaucoup de brodeurs, de brodeuses, de créateurs et d'artisans d'art qui viennent du milieu du textile, à qui tu apprends la soudure sur demande, à qui tu donnes des rudiments de savoir-faire électronique, et il y a de l'appétence pour ça. Et tu me disais, finalement, quand on a le niveau de précision et d'exigence d'une brodeuse, quand on a les compétences pour comprendre un schéma de crochet à la main, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller vers l'électronique. Il y a un nouveau métier en fait, qui est en train d'être dans ton atelier, Clara. Tu penses que demain, ces métiers-là vont évoluer, vont s'hybrider et vont amener le travail de la matière vers d'autres pratiques ? J'espère en tout cas. Mais comme tu dis, oui, ce qui est important, c'est d'avoir la minutie et la patience de faire ce genre de choses. Après, je ne sais pas, l'électronique qui est faite par des gens en Chine, ça doit être pareil. Enfin, c'est très minutieux, c'est tout petit, à part les gros trucs sur des machines, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être appris dans des écoles de textile et pourrait être intégré très, très facilement. Après, ce qui est peut-être la partie la plus compliquée, c'est comme je disais, la partie informatique, où il faut programmer et pour donner une interaction intéressante, il y a aussi toute cette partie-là qui est comme un autre langage, et ça c'est un autre métier que moi je ne gère pas, mais tout ce qui est la partie manuelle, artisanale, je pense que les deux se marient assez bien finalement.
Eh ben, merci à tous les 5. Il nous reste encore un peu de temps et s'il y a des questions dans le public, je serais ravi de passer le micro. Je vous remercie d'ores et déjà tous les 5, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public? Marc, je vois que tu te lèves, un micro à la main. Un grand moment de respiration. Je vois une main qui se lève. Marc, je crois qu'il y a une... Il faut bien lever. J'ai une question pour Steven. Je suis un peu curieux, comment ça se construit un atelier qui travaille autant de techniques, etc. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent à l'atelier, elles viennent d'un background d'ébénisterie, ou est-ce que c'est des choses qui ont été... quelle est la composition un peu technique de l'atelier? C'est une bonne question. On a créé l'atelier de zéro, vraiment, on n'avait rien. On n'avait rien à perdre, du coup, on a emprunté, on a acheté des machines lourdes tout de suite. Mais c'est vrai que les années passant, on a de moins en moins de monde à l'atelier et de plus en plus au bureau. J'ai beau gérer la boîte, je comprends toujours pas. Enfin, je comprends toujours pas. Il faut, mais je sais pas comment dire, c'est décevant presque. Mais on passe beaucoup de temps à dessiner, beaucoup d'administratif aussi. Mais ça rend malade, ça. Ah ouais, je suis vampirisé par ma boîte mail tous les jours et je veux laisser ça à personne d'autre. Voilà, le fait de créer un fonds de commerce, de construire un fonds de commerce et d'avoir contact avec les clients, ça je veux le laisser à personne. D'ailleurs, ce qui me manque le plus, c'est de travailler la matière. Du coup, je viens le week-end avec mes filles maintenant. Enfin maintenant, je sais pas quand j'ai arrêté d'ailleurs de faire ça. Et donc en ce moment, il y a une secrétaire. Ça change la vie. Enfin, vraiment, le déclic, ça a été d'avoir quelqu'un qui t'assiste dans tout ce qui est administratif. En ce moment, il y a une apprentie en communication, un apprenti en design. On avait 2 designers dans l'équipe qui viennent de quitter l'équipe. J'ai encore une designer BE qui, elle, a fait de l'ébénisterie. Donc, elle a fait DMA ébéniste et puis elle a voulu monter au BE. Donc voilà, donc elle est dans la créa, elle est aussi dans la programmation des machines numériques. Et sinon, tout le reste du staff, c'est des ébénistes. C'est des ébénistes, alors il y a plusieurs schémas. On a du mal, on a eu plusieurs fois des gens en reconversion, mais c'est quand même très compliqué parce qu'il n'y a pas suffisamment les fondamentaux et ce temps tout à l'heure je parlais de gestation et de temps long. Il faut une dizaine d'années pour faire un bon artisan d'art, hein, et pas que ébéniste, je pense. Et le schéma idéal pour moi, c'est je les ai en stage, je les ai en apprentissage, ils deviennent CDD ou CDI, et puis là, mon chef d'atelier actuel, je sais pas, je l'ai connu, il devait avoir 18 ans, et je l'ai pris vraiment, il a commencé tout jeune. Amélie qui est au BE, pareil, c'est une ancienne élève de l'école Boulle, qui ensuite a été pris en CDI. Et c'est bien pour eux aussi, en fait, parce que c'est progressif. Les gens qui arrivent, un jeune qu'on avait juste eu en stage et qui est revenu chez nous avec l'envie de passer en CDI, là, il y en a beaucoup qu'on ne peut pas garder. Ils tiennent pas la pression, ils tiennent pas l'exigence demandée, ou ils s'intègrent pas aussi. C'est important aussi ça, finalement, de s'intégrer à l'équipe. On est comme une petite famille. Et c'est vrai que les gens trop âgés n'ont pas réussi à bien s'intégrer. Des gens trop prétentieux n'ont pas réussi à bien s'intégrer. Des gens qui ne buvaient pas de bière n'ont pas réussi à s'intégrer. Il y a plein de choses, mais ouais, voilà. Mais en atelier, il faut vraiment avoir une formation solide, franchement, ou arriver sans formation, mais faire de l'apprentissage, quoi. On a aussi des compagnons. Donc voilà, il y a 3 schémas. Il y a l'apprentissage, la formation continue et les compagnons. Et en ce moment, mes 3 principaux, là, il y en a un qui a fait de l'alternance, l'autre école Boulle en formation continue et un compagnon. Donc il n'y a pas de recette, mais c'est vraiment les rencontres et puis l'envie de chacun. Je pourrais parler longtemps de ça et du profil, mais voilà. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Bonsoir. J'avais une question, donc c'est plus généraliste pour l'ensemble. C'était en soi avec la matière que vous travaillez et que vous maniez, donc que ce soit à travers le bois, le textile ou j'ai oublié le terme technique, le staff. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'après vous comme une notion qui est immatérielle et sinon, comment vous envisagez à l'avenir cette matière que vous travaillez? Est-ce que vous voyez une certaine évolution
de celle-ci. David? Je sais pas trop. Après, moi, j'ai toujours voulu rester exclusivement staff plâtre, en fait. On a beaucoup de demandes pour de la résine ou quoi, et c'est à peu près le même métier avec un autre matériau, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Tant que je peux faire du plâtre, je préfère faire du plâtre. Pour l'écologie aussi, même pour mes poumons, pour respirer toute la journée, je préfère rester vraiment sur un produit. Après, c'est pareil, même à l'atelier, c'est plus simple. Du coup, vraiment, il n'y a aucune machine. Vraiment, l'investissement, il est moindre. On a des plans de travail en marbre et c'est tout, quoi. Point barre, un grand espace et rien du tout. Dès qu'on fait de la résine ou quoi, il faut s'outiller, s'équiper plus. Moi, ça me va très bien comme ça. Du coup, tant qu'on a du boulot comme ça, je préfère rester comme ça. Mais pourquoi pas. Mais après, il y a plein d'autres boîtes de staff où ils sont plus novateurs. Ils cherchent plus d'autres matériaux, de la pierre reconstituée ou... ouais, d'autres matériaux, mais c'est vrai que moi, c'est pas mon domaine, quoi. Je préfère rester exclusivement plâtre. Après, je sais pas les autres. Non. Moi, ouais, j'ai des choses à dire sur le bois. Je vais essayer de faire court. On a eu pas mal de déforestation, donc alors que les plus beaux bois, les plus charmants, les plus séduisants, les plus costauds sont hémisphère sud, des bois fascinants. Mais on doit arrêter ça. Et donc, dans mes créations, déjà, je n'utilise aucun bois précieux. On a vu tout à l'heure un chêne des marais. C'est un bois précieux, mais il n'est pas interdit. C'est un bois fossile qui est retrouvé lors d'excavation. Donc, c'est une bonne alternative. En ce moment, je cherche des bois sous l'eau. Donc là aussi, où il y a des bois précieux sous l'eau. Et donc, ce n'est pas de la déforestation. Donc, l'idée que j'ai, c'est d'aller trouver des alternatives. Il y a aussi beaucoup de bois malades. Donc, plus ça va, là, plus je fais des rendez-vous chez les archis. Avec Anaïta, on présente des bois malades. Parce qu'on dit, voilà, c'est des rebuts de l'industrie du bois, ils ne sont pas utilisés, ils vont être jetés. On s'en rend compte parfois que quand on le débite. Et donc ça a demandé déjà du transport, de l'énergie, etc. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Avec Alexandre Deschasseuriaux, on était allé visiter une scierie, on avait fait aussi des meubles ensemble issus de déchets de scierie. Et je pense que c'est une problématique qu'on rencontre tous, hein, d'être un peu plus raisonné dans les pratiques. Après... on a parfois les grandes maisons qui travaillent avec nous font des audits chez nous pour savoir si on est suffisamment écolo, si on sait se servir d'un extincteur ou si notre bois vient pas de l'autre bout du monde. Et donc on achète notre bois en Bourgogne ou en Belgique, donc très proche. Et surtout, ils se rendent compte qu'on a des bacs à chute, mais pas des bacs à chute pour jeter, des bacs à chute réutilisables. Donc on a plein d'échelles de rack et vraiment on garde tout au maximum. Donc quand on nous demande si on est écolo dans l'artisanat, en fait ça fait longtemps qu'on a cette démarche-là, et on s'en rend compte quand on visite les ateliers. Donc voilà ce que je dirais sur le bois. Et puis c'est quand même une matière qui n'est pas une matière primitive, c'est une matière qui repousse. Et donc on va travailler qu'avec des fournisseurs qui sont certifiés FSC, donc des forêts qui sont bien gérées, etc. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que vous préférez continuer la discussion au bar du Mobilier National, ce qui est aussi une option tout à fait louable? Profitez-en, hein. S'il y a une question, c'est maintenant ou jamais, c'est pas un mariage, mais après... Ah, je vois qu'il y a une question. Une question d'une curieuse qui s'adresse peut-être un peu plus à la question de la recherche, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de ces textiles bactéries? Qu'est-ce que ça va devenir? Des matériaux nouveaux, des substitutions, d'autres choses? Quels sont les projets? Il y a plein de choses. On peut utiliser les bactéries pour faire des colorants, donc des alternatives non seulement aux colorants de synthèse, mais également aux couleurs naturelles, végétales notamment. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on a un pigment, un colorant qui est produit à très basse température en utilisant très peu d'eau. Donc, c'est des procédés de teinture qui améliorent beaucoup la performance à cet endroit-là. Et puis, du point de vue créatif, c'est aussi intéressant de voir où la bactérie va pouvoir vouloir déposer la couleur et donc travailler l'aléatoire dans tout ça. Puis comment on pense ces cycles de
co-création, production, exploitation, suivant les contextes. Mais les bactéries, ça produit pas que la couleur, ça produit notamment de la cellulose. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de cuir bactérien, de kombucha, de choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de recherches, mais aussi de choses qui arrivent sur les marchés. Et je pense qu'on est loin de tout savoir du monde bactérien, dont à chaque famille de bactéries, sans doute un potentiel à exploiter. Donc, loin de moi l'idée de pouvoir tout déployer, mais en tous les cas, ne serait-ce que, oui, effectivement, à la fois pour la couleur et la matière, et puis aussi les processus de mise en forme. Donc, comment, finalement, les colonies de bactéries poussent. Est-ce qu'on arrive à faire plutôt de la dentelle, ou est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des tissus ajourés, du dévoré? Je pense que les potentiels sont très vastes, mais ce qui est intéressant, c'est comment ça nous pousse à re-questionner nos modèles de production, non seulement pour avoir moins d'impact écologique, mais aussi quelle relation on entretient avec elles. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Encore une question. J'ai une petite question pour Monsieur Steven. J'ai remarqué que du coup vous aimez vraiment beaucoup. J'entends pas. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup le bois. Et je voulais savoir si vous devez faire le choix entre seulement créer des objets, donc être designer avec le bois, donc imaginer, ou entre seulement réaliser les objets, mais du coup c'est pas vous qui les créez. Vous faites quel choix? Est-ce que le contact avec le bois, c'est ce que vous préférez, ou vraiment juste imaginer les objets? Je vois vraiment pas l'un sans l'autre. Et je vois pas l'un sans l'autre aujourd'hui, parce que parfois on est un peu assommé d'obligations, et je dis à mes équipes ou à mes proches, si la boîte coule, je remonte pas une boîte. Et je profite de mes contacts, je dessine, je fais des maquettes, des prototypes, et je fais faire ailleurs. J'en connais qui font ça et qui vivent beaucoup mieux d'ailleurs. Mais d'ailleurs, beaucoup font ça, beaucoup trop font ça. Et c'est important, je trouve. Moi, j'ai vraiment besoin de voir l'objet naître. En fait, c'est magique de voir qu'un croquis qu'on a fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est une sorte d'imprimante géante, notre atelier. Et de le voir comme ça arriver, des fois, comme cette moto, ça a pris 3 ans, mais des fois, c'est quelques secondes. Et cette magie-là, j'ai pas envie de m'en passer. Donc aujourd'hui, non, c'est impossible de faire comme ça. Mais c'est une bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Et parfois, ça me travaille. Et ma grande frustration au travail aujourd'hui, c'est de justement... c'est à la fois frustrant et satisfaisant. C'est que je vais être dans le chiffrage, dans le développement, dans la communication, dans la méthode. Par exemple, je ne sais pas me servir de la commande numérique, mais j'adore trouver comment faire avec. C'est-à-dire que si tu ne sais pas usiner le bois à la main ou avec des matériaux, des outils plus traditionnels, tu auras beau avoir cette machine-là très performante, tu vas pas y arriver. Donc il y a des logiques de montage, usinage, d'orientation de pièces, de vitesse, de choix d'outils. Cette partie-là m'amuse. Mais programmer l'ordinateur, beaucoup moins, et surtout, il faut une grande rigueur. Mais ouais, ce qui me manque le plus, c'est de ne pas travailler la matière. C'est un moment très important, c'est presque méditatif, c'est hyper plaisant, on met la musique à fond, on est dans la transformation, on a les odeurs, un peu comme vous disiez tout à l'heure, vous avez du blanc partout. Par exemple, moi, le moment que je préfère quand je travaille la matière, c'est le ponçage. Alors, c'est un peu la corvée normalement, mais c'est ce moment où tu es complètement mêlé à la matière, tu as les odeurs, t'en as partout. Et non, je me vois pas, en tout cas aujourd'hui, je me vois pas ne pas transformer, mais voilà. Donc, je me vois plus artisan d'art que designer. C'est compliqué, des fois on me demande t'es artiste, t'es designer, t'es artisan d'art, j'en sais rien en fait. J'ai pas vraiment de... Ouais. Un peu tout. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. On n'aura pas réussi à calculer le quotient intellectuel de la matière, désolé, mais en tout cas, vous nous avez bien démontré votre intelligence de la matière, et je pense que c'était le but de cette rencontre ce soir. Un grand merci à tous les 5 pour ce partage d'intelligence de la matière. Un grand merci à vous d'avoir été présentes et présents ce soir, et pour vos questions inspirées. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite du côté du bar derrière, et à très bientôt. Au revoir et bonne soirée.